Test, test. Allô? On m'entend bien? Dommage. Bon, bah, je pense qu'on peut commencer tout doucement. Donc, premièrement, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, c'est assez fou. Merci beaucoup. Donc, ça va être une présentation un peu d'introduction à l'informatique quantique. Donc, on va essayer de vous donner un petit peu l'intuition de comment ça fonctionne, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec et tout ce qui s'ensuit. Mais donc, je vais d'abord commencer par nous présenter nous. Donc moi, c'est Maxime Bazin, élève en Bac 3 en informatique à Lumons. De même pour Julien, dans la même classe que moi. Et Kassem, ici. Je te laisse te présenter. Okay. Bonjour à tous, moi je m'appelle Kassem, je suis un étudiant en physique et voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les introductions. Hop. Donc, dans un premier temps, si vous le souhaitez, on va vous demander de scanner le QR code ou d'entrer le code ici sur le site pour un petit peu voir à qui on a affaire, voir ce que vous connaissez déjà, ce que vous pensez connaître et globalement faire une petite intro à ça. Donc si vous arrivez sur un écran blanc, c'est normal. Il faut attendre que ça commence. Ok. Hop. Nickel. Donc d'abord, d'où est-ce que vous venez? C'est assez explicite comme question, je pense. Ok, c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autre part, ce qui est assez cool. Mais voilà, beaucoup d'informatique, beaucoup de physique, quelques maths. Donc, de toute façon, c'est pas très grave si vous venez d'autre part parce on va essayer de vraiment, comme j'ai dit, donner l'intuition. On va pas essayer de rentrer dans trop de détails. C'est surtout voir un petit peu comment tout fonctionne. Mais du coup, c'est assez intéressant. C'est assez sympa. Maintenant, sur une échelle de 1 à 5, sur combien est-ce que vous jugez vos connaissances actuelles de l'informatique quantique? Newbie, c'est vraiment on ne connaît rien du tout. Débutant, on a quelques bases. J'appellerai pas les numéros. C'est pas qui est. Ok, donc il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais quand même pas mal de monde qui ont déjà au moins quelques bases, j'ai l'impression. Donc c'est assez cool. Et aussi quelques personnes qui sont un petit peu plus habituées. C'est très sympa à voir. Et donc en partant de ça, maintenant on va essayer de faire une petite mind map. Donc vous pouvez mettre 5 termes, je pense. Donc essayez de mettre des termes qui vous font penser à l'informatique quantique. Donc quand vous pensez à informatique quantique, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça peut être un mot ou plusieurs mots. Hein. Mettez un petit peu ce que vous voulez. Aussi, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5. Vous pouvez en mettre 1 ou 2. Ok, entanglement, on voit ici. C'est un mot anglais, c'est en français intrication. On va en parler plus tard. Ok. Beaucoup de personnes pensent que qubit c'est écrit Q et puis bit, mais en fait c'est ça, hein. Qubit c'est comme ça que c'est écrit. Mais ouais, globalement, donc RSA, on voit que ça revient quand même pas mal. Qubit, du coup, on avait vu IBM, donc j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont entendu parler d'IBM en premier quand ils pensent à informatique quantique. On voit puissance, fun, cool. La physique quantique, d'office. Et la rapidité aussi, ça c'est très intéressant. On va y revenir ici, rapide. La rapidité, on va y revenir par la suite aussi.
Mais du coup, c'est assez sympa. Je pense que c'est tout. Yes. Hop. Donc, quand on pense à informatique quantique, on voit qu'on pense à beaucoup de choses, en fait. Mais globalement, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment? Parce que ça invoque beaucoup de termes, mais on va voir ici qu'est-ce que ça invoque vraiment. Donc voilà là, une petite map de ce qu'on va faire. Ici, la transformée de Fourier quantique, je ne sais pas si on aura le temps de la faire, donc on l'a mis entre parenthèses, mais ce sera là. Yep, donc on va commencer par une petite introduction. Donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique, ou encore mieux, qu'est-ce que la mécanique quantique? Eh ben, on a vu beaucoup de réponses, dont le qubit, du coup, dont la rapidité, dont la physique quantique. Mais en fait, notre cher ami Feynman nous a dit que on ne sait pas trop. Et je suis d'accord avec lui, et on est tous d'accord avec lui, parce que c'est un sujet qui est ultra recherché et ultra actuel. Donc, on connaît pas mal de fondements derrière et de comment ça fonctionne, mais on ne sait pas exactement ce que c'est en fait. Donc, c'est ultra recherché et c'est un sujet vraiment actuel en fait. Donc, voilà. Oups. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là, ce serait un petit peu dommage. Donc, pourquoi est-ce que les ordinateurs quantiques sont si populaires si on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait? Eh ben, est-ce que c'est parce que on arrive à trouver des nouveaux principes physiques grâce à ces ordinateurs quantiques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont rapides comparés à des ordinateurs normaux? Ou alors encore, est-ce que ça permet de faire des nouvelles découvertes autre part que dans la physique? Je pense notamment à la chimie. Eh bien, en fait, c'est un peu tout, mais aussi un peu de... C'est tout ça, mais en même temps, pas vraiment ça. Enfin, c'est une petite intrication, en fait. C'est ça et pas ça en même temps. Mais bon, on y reviendra plus tard. Oups. Donc voilà, ici une petite photo de le nouvel ordinateur quantique de chez IBM qui utilise des Transmon. Donc c'est un système de qubits, on va y revenir un petit peu par la suite. C'est un système de qubits qui permet de minimiser les erreurs. Donc les erreurs, c'est un sujet ultra important en informatique quantique parce que c'est ce qui limite en fait pour l'instant les puissances actuelles en grande partie. Donc on y reviendra aussi un petit peu par la suite. Mais donc ici en fait le but c'est de trouver des nouveaux systèmes qui minimisent ce bruit et ces erreurs. Oups, ici un autre ordinateur quantique, IonQ, qui utilise un autre système ici. Donc les transmons de chez IBM ici, c'est des supraconducteurs. Donc il y a plein de prérequis en fait à utiliser des supraconducteurs. Je pense que le plus connu c'est d'être très froid. Donc ça demande un très gros frigo en fait. Mais ça, c'est parce qu'on utilise des supraconducteurs, pardon, désolé. Ce qui n'est pas le cas, du coup, avec ici le piège à ions de IonQ. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails dans ce que c'est qu'un piège à ions, mais ce n'est pas un supraconducteur, du coup. Et aussi, très intéressant, cet ordinateur quantique est le premier ordinateur quantique qui est configurable via software. Donc, donc il n'y a plus besoin de venir interagir avec le hardware. Donc, il n'y a pas besoin d'être scientifique pour pouvoir configurer ça, quoi. On peut le faire via software, ce qui est assez intéressant aussi, du coup. Hop. Donc, j'en parlais, mais ici, c'est un petit tableau des différents systèmes. Ils ne sont pas tous présents, mais de différents systèmes de qubits. Donc, ici, qu'on peut voir qu'il y a un spin nucléaire, un spin d'électrons, tout ça. Ici, le trap à ion, enfin, le piège à ion dont je parlais avant. Et ça compare en fait le temps de décohérence ici. Donc qu'est-ce que le temps de décohérence? En fait, c'est un peu le temps de vie du qubit. Donc le qubit, il peut contenir de l'information, mais dans un temps limité, parce qu'en fait, il est dans un système qui n'est pas fermé complètement, et donc l'information va un peu s'évaporer en fait. On peut faire un petit peu le lien avec un bain d'eau chaude. Donc le bain d'eau chaude, il est chaud un moment, et la chaleur va partir, et à un moment, il sera froid. Et ben, au moment où ton bain est froid, et ben, en fait, ton qubit, il n'a plus l'information. Donc, c'est ça le temps de décohérence, c'est le temps de vie du qubit. Donc, c'est tau Q ici. Ici, taux opération, c'est le temps qu'il est nécessaire pour une opération à être faite. Et ici, c'est le temps global, en gros, pour le nombre maximum d'opérations. Donc, de nouveau, ici, tau Q, c'est le facteur limitant et qu'on essaye de maximiser au maximum avec les différents systèmes. Donc, c'est vraiment le truc le plus important. Youps. Et du coup, avec ces différents systèmes, voici quelques applications concrètes. Donc, la plus connue, c'est RSA.
Donc un ordinateur quantique, en fait, on a trouvé un algorithme qui permet de casser la cryptographie actuelle très facilement. Donc RSA, c'est le système de cryptographie actuel. On va y revenir plus tard. Il y a aussi la recherche de données ultra efficace dans des structures qui sont dites non structurées, donc pas triées, tout ça. C'est l'algorithme de Grover, voilà, ça c'est juste pour le mentionner. Du coup, si on sait casser les systèmes de cryptographie actuels, on sait aussi en faire des un peu mieux. Notamment un échange de données qui est spy-proof, donc qu'on ne sait pas venir espionner, donc lire les données sans le savoir. Donc, imaginons qu'un utilisateur A veut envoyer des données à un utilisateur B. Eh bien, si un espion qui va venir lire les données dans ce transfert, eh bien, l'utilisateur B va savoir que les données ont été lues par quelqu'un d'autre. Donc, très sympa. Ça s'appelle la téléportation quantique. C'est aussi très intéressant. Et puis, j'en discutais tout à l'heure, mais simulation de principes physiques compliqués, principes physiques et chimiques du coup, parce qu'on peut, par exemple, c'est noté ici, voilà, estimer la composition, enfin la structure électronique de nouvelles molécules qui n'ont pas encore été créées pour l'instant, donc c'est ultra puissant pour faire ça. Et so on and so forth, il y en a plein. 3 petits points, c'est seulement certaines instances de ce qu'on peut faire avec, théoriquement. Mais du coup, il y a plein de points positifs, mais il y a aussi plein de points négatifs, notamment le coût de création et de maintenance, vu que c'est assez nouveau, en fait, les ordinateurs quantiques, et que du coup, on essaie de trouver à chaque fois des nouveaux systèmes meilleurs. Pour en créer un et le maintenir, c'est souvent assez cher, notamment les supraconducteurs. Les matériaux requis sont aussi souvent assez rares et précieux. Les corrections d'erreurs et de bruit, comme j'en parlais, c'est le sujet le plus actuel et le plus important. Pour l'instant, en fait, c'est ce qui va limiter en grande partie les ordinateurs quantiques actuels. Et puis, l'extensibilité, on a pour l'instant un nombre maximum de qubits qu'on sait créer et mettre dans un ordinateur quantique. C'est très lié aux corrections d'erreurs et de bruit et au temps de décohérence, du coup, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails là-dedans. Mais voilà, comme j'ai dit, même avec tous ces points négatifs qui sont quand même assez grands et assez importants, il y a beaucoup de grandes entreprises, et même les plus petites, je pense notamment à une entreprise française qui s'appelle Alice et Bob, qui choisissent d'investir des sommes d'argent et énormément de temps dans la construction et la recherche de ces ordinateurs quantiques. Donc, en fait, on peut voir que ça a énormément de potentiel, parce que tout ça, en fait, on espère pouvoir les transformer en points positifs, en fait. Donc, c'est ça le but des recherches. Oups. Et donc, maintenant, on peut passer à la partie un peu plus pratique. Merci. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un petit peu plus concrètement comment ça va se passer, l'informatique quantique. Et donc, pour pouvoir faire l'informatique quantique, on a besoin de la mécanique quantique. Donc, on va commencer directement. Donc la première chose, c'est voir qu'est-ce que c'est un état quantique, parce que souvent on va parler d'état par la suite. Et donc un état quantique, ça va être quoi? Ça va être un objet mathématique qui va nous permettre de pouvoir calculer des probabilités d'avoir une certaine mesure. Donc ça c'est l'idée. Et en fait, un objet mathématique, ça va être assez général. Ça va pouvoir être un vecteur, ça va pouvoir être un opérateur, etc. Voilà. Donc en mécanique quantique, il y a des choses qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle les postulats de la mécanique quantique. Donc les postulats de la mécanique quantique, c'est quoi? C'est des observations qu'on va faire de la mécanique quantique et qui vont nous décrire un petit peu comment la mécanique quantique... en fait, c'est quoi les lois qu'il y a derrière la mécanique quantique. Donc ici, une des premières lois, c'est le principe de superposition. En mécanique classique, on n'a pas ce principe-là. Donc comme ici on est en informatique, on va essayer de prendre des exemples qui sont liés à ça. Donc en informatique classique, on a quoi? On a souvent, je vais juste prendre le tableau. Donc on a deux états qui sont possibles. On a un 0 et on a un 1. On va voir qu'en fait, en mécanique quantique, ce qu'on peut faire, c'est faire des superpositions de 0 et de 1. Donc on sera dans un état qui sera un petit peu entre les deux. Ok, donc c'est ça que je voulais écrire par ici. Donc on a un certain état psi, donc ça c'est un fameux état quantique. Et donc on va dire qu'il est une somme de coefficients avec
des états psi i. Donc on peut prendre un exemple, on va le développer un petit peu plus après. Je peux prendre par exemple psi qui est égal à alpha 0 plus bêta 1. Donc ici, ce qu'on a, en fait, c'est un petit peu l'analogue de ce qu'on a ici. On a un 0, on a un 1, c'est deux états. Et en fait, ici, on a une superposition entre les deux. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, en mécanique quantique, ce qui se passe, c'est que quand on a des coefficients devant nos états, en fait, si on les met, si on prend le module et qu'on le met au carré, on a la probabilité d'avoir cet état-là. Par exemple ici, mon alpha carré en module, ça va être la probabilité d'avoir l'état 0 quand je vais faire une mesure de mon état. On a bien sûr une condition de normalisation. Quand on a des probabilités, il faut que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc ça, c'est ce que ça veut dire ici. Ça, on va voir un petit peu par la suite ce que ça veut dire exactement. Mais en gros, c'est la norme d'un état. Voilà. Donc ici, on a la définition d'un qubit. En fait, je l'ai déjà introduite de manière cachée. Donc un qubit, ça va être quoi? Ça va être une superposition d'un état 0 et d'un état 1. Et ce qu'on va avoir, c'est que comme on veut que les probabilités totales soient égales à 1, on a que la somme des probabilités est égale à 1. Donc c'est ça un qubit en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est que le qubit, ça va être vraiment la brique fondamentale pour faire des ordinateurs quantiques. Et donc, en fait, de manière pratique, il y a plein de manières de pouvoir construire des qubits. Donc là, on en a mis quelques-uns. Donc on a par exemple les états de polarisation d'un photon. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait, la lumière, on sait que c'est une onde électromagnétique, elle peut être polarisée de manière circulaire gauche, circulaire droite, etc., de manière linéaire, horizontale, verticale. Donc en fait, on a toujours besoin de deux états. À partir de deux états, on peut fabriquer un qubit. On a aussi les états de spin d'un électron. On peut avoir le spin up et le spin down. Donc ça, c'est pour spécifiquement les fermions, en fait. C'est pas que pour les électrons. Et donc, à partir de ça aussi, on a deux états. On a spin up, spin down. On a deux états. On peut faire une superposition entre ces deux états. On a aussi, comme l'avait cité là tout à l'heure Maxime, donc on a la résonance magnétique nucléaire. On peut aussi se baser là-dessus pour faire des qubits. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est introduire une manière de visualiser les qubits. Cette manière-là, ça va être en fait de passer par une sphère en 3 dimensions. Et en fait, chaque point de la sphère va représenter un état quantique. Donc là, par exemple, on a un état psi. Cet état psi-là, en fait, il va correspondre à un état qui est entre l'état 0 et l'état 1 qui est en dessous. Et donc, cette manière de représenter un qubit, elle est assez intéressante parce que par la suite, on va voir que si on a des portes quantiques, en fait, c'est un petit peu l'équivalent des circuits quantiques, des circuits classiques, ben, on verra que ça revient à faire des rotations en fait sur cette sphère. Donc, c'est intéressant de bien la garder en tête. Et donc, on voit qu'il y a deux choses qui déterminent un état. Ici, on a un angle θ et ici, on a un angle phi. Donc, à partir de ces deux données-là, on peut représenter de manière complète notre qubit. Voilà. Donc ça, c'est l'expression mathématique de ce qui se cache derrière la sphère de bloc. Donc au final, ce qu'on a, en fait, c'est la même chose que ce qu'on a ici, sauf que le alpha, ça va être cosinus de θ demi, et le bêta, ça va être E exposant I sinus de θ demi. Il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître bizarre avec ce qu'on a fait, c'est que ici, alpha et bêta, c'est des nombres complexes, donc ils ont chacune deux composantes. Donc au total, on a 4 composantes. Par contre, ici, j'ai que 3 paramètres qui déterminent mon état. Donc il y a un paramètre en trop qui est parti quelque part, et on verra par la suite qu'en fait, on ne perd pas de généralité en faisant ça. Voilà. Donc là, on a quelques autres postulats de la mécanique quantique qui sont assez importants. Donc le premier, on a le principe de correspondance. En fait, en mécanique quantique, les observables, donc c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer, comme l'impulsion, l'énergie, etc. Ça va correspondre non pas à des fonctions qu'on va pouvoir calculer directement, mais à des opérateurs qui vont agir sur des fonctions. On verra par la suite un petit peu plus ça en détail. Mais par exemple, ici, on a une correspondance entre l'énergie et l'opérateur IH bar dérivé partiel par rapport au temps. Ensuite, on a le principe de réduction du paquet d'ondes. Le principe de réduction du paquet d'ondes, ça va être quoi? Ça va être en fait que dès qu'on a ici un état qui est une superposition d'autres états, en fait, dès qu'on va vouloir mesurer cet état-là,
ça va nous donner un des deux états qu'on avait. Donc en fait, la mesure va détruire les probabilités qu'on a d'observer quelque chose. Donc il y a un exemple de ça. Ici, en fait, 0 et 1, c'est vraiment, on avait dit que c'était assez général des états quantiques. Donc je vais prendre un cas particulier. Hop là. Ce qu'on appelle une fonction d'onde. Ça va correspondre à mon état quantique. Donc ça va être mon psi. Et en fait, dès que je vais mesurer ici ma fonction, en fait, elle va valoir 0 partout. Elle va valoir la valeur ici de notre fonction, et ensuite elle va valoir 0. En fait, on a détruit toutes les autres probabilités. C'est comme si on avait aplati notre fonction. C'est ce qu'on appelle le collapse de la fonction d'onde. Ensuite, on a le principe de l'évolution temporelle. L'évolution temporelle, c'est quoi? En fait, c'est en mécanique classique, on a le fameux F est égal à ma. C'est ça qui va nous donner les équations du mouvement. On a aussi d'autres formulations de la mécanique, mais en gros, c'est important. F est égal à ma, ça va nous donner le mouvement de notre particule. En fait, en mécanique quantique, on a l'équation de Schrödinger. C'est l'équivalent un petit peu du F est égal à ma. Ça va nous dire comment évolue dans le temps notre fonction d'onde. Voilà. Donc maintenant, là tout à l'heure, peut-être que certains ont fait attention, mais j'avais parlé d'espace de Hilbert en texte. Mais on va voir ce que c'est en fait, plus concrètement. On a parlé d'état, donc on a parlé de vecteurs. Donc quand on parle de vecteurs, on parle d'espace vectoriel. Et donc là, la question, c'est quoi l'espace vectoriel dans lequel on travaille? On voit qu'on a des fonctions. Donc on doit avoir un espace vectoriel où les fonctions peuvent être vues comme des vecteurs. Donc on va essayer de bien définir ça. Donc on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de faire des opérations usuelles sur nos états. Ça nous amène à la notion d'espace vectoriel. On a besoin d'additionner nos fonctions entre elles. On a besoin de pouvoir les multiplier par des phases, etc. On a besoin aussi d'une notion d'orthogonalité. J'ai envie de dire que, par exemple, l'état 0, il est orthogonal à l'état 1. Donc si on a des fonctions, on pourra dire que cette fonction-là va être orthogonale à cette fonction-là. Donc on a besoin d'une notion de produit scalaire. Ensuite, on a besoin d'une notion de probabilité. Pour la probabilité, nous, ce qu'on va utiliser, ça va être une norme. On voit qu'ici, on a des normes. Donc ça correspond vraiment à la norme de alpha au carré. Donc on a besoin d'une norme sur notre espace. Et on a envie de ne pas avoir de trou. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre une analogie dans un espace à 2 dimensions. Je prends R carré. Donc en fait, ce que je veux, c'est que si ici je fais une suite de vecteurs et que je les mets l'un à la suite de l'autre, et qu'ils peuvent devenir de plus en plus petits, le vecteur final, à la fin, ça reste un vecteur de mon espace. En fait, c'est ça, vraiment ne pas avoir de trou. Ça veut dire que je peux converger vers n'importe quel point de mon espace. Donc c'est ça l'idée, c'est que si on a des fonctions, on peut en additionner de manière dénombrable ou pas. Bref, on a besoin que ça reste une fonction. Là, et donc cette chose-là, comment on va l'avoir? Ne pas avoir de trou, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec un espace de Banach. Un espace de Banach, en gros, c'est quoi? On va voir ce que c'est après, mais c'est un espace qui est normé et complet pour sa norme. Et complet, c'est ça le fait de ne pas avoir de trou, c'est qu'on soit complet. Voilà. Donc ici, on a la définition de ce que c'est un espace de Hilbert avec tout ce qu'on vient de faire. On a un espace vectoriel normé, complet. Donc on a un espace vectoriel, on a une norme dessus. Il est complet, donc il n'a pas de trou. Et la norme, elle vient d'un produit scalaire. De manière similaire, en fait, espace vectoriel normé complet, c'est ce qu'on appelle un espace de Banach. Donc ici, j'ai juste mis la définition équivalente. Et donc c'est un espace de Banach dont la norme provient d'un produit scalaire. Donc on a une structure de K espace vectoriel. K, c'est le corps. Le corps, c'est quoi? Si vous voulez, c'est un petit peu les scalaires. Donc par exemple, nous, on va surtout travailler avec le corps des complexes. On le verra par la suite. Donc on a notre norme et la complétude. Et donc, les fonctions sont des vecteurs. Ben oui, pour un espace de Hilbert, les fonctions sont des vecteurs. Voilà. Donc ici, ce que j'ai mis, c'est la définition du produit scalaire hermitien. Donc en gros, c'est pas vraiment nécessaire ici pour notre présentation de comprendre tout ce qu'il y a derrière. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que je prends un vecteur, je prends un deuxième vecteur, et ça me donne un nombre complexe. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Donc ici, on a pris certains exemples d'espaces de Hilbert.
Le premier, c'est les nombres complexes, avec le produit scalaire hermitien qui est, ici j'ai W, j'ai Z, et donc le produit scalaire, ça va être W fois le conjugué de Z. Juste le conjugué, je rappelle que ce que c'est. Donc si on a un nombre complexe x plus y, le conjugué de z, c'est x moins y. Donc ça, c'est un produit scalaire hermitien, on peut vérifier toutes les propriétés, etc. Mais ça, c'est pas très intéressant parce que nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec des espaces de fonctions. Donc c'est surtout pour ce genre d'exemple que ça va être intéressant en physique. C'est que ici, en fait, on a l'espace L2. Je vais faire un schéma intuitivement que ce que c'est. En gros, on a des fonctions dont l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est une valeur finie. C'est-à-dire qu'ici, si je regarde toute l'aire sous la courbe, ça doit me donner un nombre. En physique, c'est important parce qu'on demande que la somme des probabilités soit égale à 1. Donc, si c'était pas fini, ça voudrait dire qu'on aurait des probabilités infinies, etc. Ça n'irait pas. Et donc, le produit scalaire, il se définit comment? Donc, le produit scalaire entre la fonction f et la fonction g, c'est l'intégrale sur de moins l'infini à plus l'infini, donc de la fonction fois le conjugué de l'autre fonction. Voilà. Donc maintenant, on va essayer d'introduire ce qu'on appelle la notation de Dirac. Hein? Donc, en fait, on se fixe un espace de Hilbert. Et en fait, les éléments d'un espace de Hilbert, là, on va dire que c'est des quêtes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un quête. En fait, on met une barre, et ici, on met... je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, ça va être un quête. Et maintenant, on veut définir ce qu'on appelle un bras. Un bras, ça va être quoi? En fait, ça va être ici une sorte d'application qui va nous prendre un vecteur de notre espace de Hilbert et qui va nous renvoyer le produit scalaire entre y et x. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Donc, en fait, on part de deux états de l'espace de Hilbert. Et je vais dire que le bras qui est défini comme ça, en fait, ça va être un opérateur tel que si je l'applique à x, ça va me donner le produit scalaire entre y et x. En gros, c'est ça l'idée. De manière plus précise, en fait, pour ceux que ça intéresse, ce qu'on a fait ici, c'est prendre un élément du dual topologique de l'espace de Hilbert, puisqu'on a une notion de topologie sur notre espace de Hilbert. Et il y a un théorème qui nous dit qui s'appelle le théorème de représentation de Ries, qui nous dit que, en fait, cette manière-là de définir un opérateur avec le produit scalaire, elle est unique, en fait. Mais bon, c'est pas très important. Donc ici, ce qu'on a, c'est des bases de nos espaces de Hilbert. Donc en fait, on se fixe un espace de Hilbert à 2 dimensions. Donc les analogies de R carré, c'est important de les avoir en tête. Et du coup, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une base standard, donc computationnelle. C'est celle qu'on va souvent utiliser. Donc ce que ça fait, c'est qu'il nous dit que 0, c'est 1, 0, et 1, c'est 0, 1. Ensuite, on peut construire d'autres états. On peut construire une base d'Adamar. Une base d'Adamar, en fait, ça va une superposition de 0 et de 1, avec aussi ici le moins qui correspond avec... En fait, on prend juste le plus qu'il y a ici, et on le met en moins. Donc ça, c'est bien une base. Et on a la base d'Adamar complexe aussi. Donc en fait, c'est la même que celle-ci, presque, sauf qu'à la place ici de mettre 1, on met un i devant. Voilà. Donc maintenant, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de construire des états composés. Donc en fait, on a vu qu'on peut construire des états, donc des qubits ici, qui sont donc dans un espace de Hilbert de dimension 2. Mais maintenant, si on veut faire de l'informatique, ça ne va pas aller si on a juste un qubit. Donc il va falloir en mettre plusieurs en fait, ensemble. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un système A, un système B. Donc on a un certain qubit ici, on a un certain qubit ici, et on veut définir en fait un état qui est composé des deux, un système AB. Et en fait, pour ça, on va passer par ce qu'on appelle un produit tensoriel. En fait, vous pourrez vous dire que la manière dont on va le faire, c'est un petit peu magique, mais il y a des raisons à ça, et c'est vraiment ce qu'on observe. Mais du coup, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on prend ici deux vecteurs. Donc ici, on a 1, 3, 4, 2. Et le produit tensoriel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 1 ici avec 4, 2,
et ici 3, ici avec 4, 2. Et donc, on voit qu'au final, on aura ça. Donc ça, c'est de manière intuitive comment ça fonctionne. Voilà. De manière un petit peu plus précise, ici, on prend 2 qubits. Donc là, j'ai mon alpha 0 plus bêta 1, ça c'est mon premier qubit. Mon deuxième qubit, c'est gamma 0 plus θ 1, ça c'est mon deuxième qubit. Et ce que je fais, c'est que je fais le produit entre les deux. En faisant le produit, on voit deux choses. Donc la première, c'est que ici j'ai alpha gamma, ça veut dire que mon gamma, je l'ai passé devant. Donc ça veut dire que déjà c'est linéaire par rapport à la multiplication scalaire. Ensuite, je vois quoi? Je vois que j'ai distribué, j'ai fait une double distributivité. Donc on doit avoir la distributivité aussi. Et donc de manière générale, en fait, on va noter ça. Donc ici on a alpha bêta fois gamma θ. Et donc ça va se comporter de cette manière-là. Pour simplifier, au lieu d'écrire à chaque fois produit scalaire entre pi et phi avec toute la notation, on va juste écrire ça. Donc par exemple, 0, produit tensoriel avec 0, on va écrire que c'est 0, 0. C'est pour simplifier. Voilà. Donc ici, on a la définition du coup du produit tensoriel. Donc on a deux espaces de Hilbert. On va définir le produit tensoriel de cette manière-là. Donc il est linéaire par rapport à la multiplication scalaire et distributive par rapport à l'addition vectorielle. Pardon. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir en fait que ce que ça implique en fait cette histoire de produit tensoriel et tout ça. Voilà. Donc on va prendre un état qui est superposition du coup de deux états. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un système A, tu vois, ici avec 0, 1, et un système B, ici aussi avec 0, 1. Donc on a un produit tensoriel, ça veut dire qu'on a forcément un système AB. Mais en fait, on voit qu'on a un problème. Donc on va essayer de réfléchir en termes de mesures. On verra au niveau calculatoire ce que ça donne. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que je pars ici, disons que je mesure, pour le système A, je mesure 0. Donc ça veut dire que mon premier, ici, la première chose que je mesure, ça va être 0. En fait, dès que je vais mesurer 0, on avait vu là tout à l'heure qu'on a le principe de réduction du paquet d'ondes, donc je vais détruire les autres probabilités. Ici, j'ai 1, 1. Donc je ne pourrais pas mesurer cet état-là, puisque le premier, il doit être 0, comme j'ai déjà mesuré 0. Donc ça veut dire que cet état-là, en fait, il va collapser. Et donc, la seule possibilité pour le B, ça va être de valoir aussi 0. Donc en fait, la mesure du premier système A va induire une mesure sur le deuxième système B. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Donc on va voir ça. Donc ici, par exemple, pour cet état-là, mais en fait, on pourrait tout simplement se demander est-ce qu'il y a deux états dont si je fais le produit tensoriel, ça va me redonner cet état-là. Et donc ce que je fais, c'est que je prends alpha, bêta fois gamma θ, et je vais chercher ces quatre coefficients, et je dois résoudre le système. Ici, je regarde le coefficient devant 0, 0, c'est 1. Ensuite, j'ai pas de 0, 1 ni de 1, 0, donc j'ai 0, 0. Et ensuite, pour l'état 1, 1, j'ai 1 devant. Normalement, il y a le 1 sur racine de 2, mais c'est pas très important de le mettre parce que ça va rien changer, donc j'ai juste mis 1, 0 pour simplifier. Par contre, une fois qu'on arrive à ça, on voit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que ici, si j'ai alpha fois gamma est égal à 1, ça veut dire que les deux sont différents de 0. Ensuite, le deuxième système, il me dit alpha fois θ est égal à 0. Donc ça veut dire que θ est égal à 0, puisque alpha est différent de 0. Sauf que dans la dernière équation, je vois bêta fois θ est égal à 1. Donc on a une contradiction en fait. Ce système-là, il n'est pas résoluble. Voilà, donc ça nous amène à la définition d'un état intriqué. Donc un état intriqué, c'est un état qui ne peut pas s'écrire comme produit tensoriel de deux états. En fait, on peut le vérifier avec cet état-là, comme on vient de le faire. On ne peut pas l'écrire comme produit tensoriel de deux états. Donc en fait, ça veut dire que les deux états, ils ne sont pas indépendants. La mesure de l'un induit une mesure sur l'autre. Et donc ici, on a écrit des états qui sont assez courants. C'est les états intriqués de Bell. Donc ici, on a cet état-là avec le plus ou moins 0, 0, plus ou moins 1, 1, et pareil pour l'autre. Donc à chaque fois, on voit que si on mesure l'un, mais en fait, l'autre état il collapse, et donc forcément, on a la mesure de l'autre. Voilà. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs, ça va être super important parce qu'en fait, ça va correspondre à des circuits, comme on va le voir par la suite.
Et donc, ici, l'idée, c'est quoi? C'est qu'un opérateur linéaire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous prendre un état et il va nous rendre un opérateur qui agit sur cet état. Donc, il va nous rendre de nouveau un état. On demande juste que cette opération-là, elle soit linéaire pour qu'on puisse appeler ça un opérateur linéaire. En plus de ça, il est continu, mais bref, c'est pas très important aussi. Donc, je peux peut-être prendre juste un exemple pour ça. Donc, disons que je prenne un opérateur 0, 1, 1, et je le fais agir sur cet état-là. Là, donc je fais le produit matriciel usuel. Là, 0, 0, 1, 1, voilà. Donc, j'avais un état de base, et j'ai transformé un autre état en le multipliant par une certaine matrice. Ça correspondrait à notre A. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, on peut définir ce qu'on appelle un opérateur adjoint. Un opérateur. Donc, en fait, on se donne un opérateur, donc linéaire A. On va définir l'opérateur adjoint tel qu'on a cette égalité-là. Cette égalité, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que si jamais, ici, je prends x à y, donc ça, c'est le produit scalaire entre x et le ket de A qui agit sur Y. En fait, je vais définir l'opérateur adjoint comme l'opérateur qui peut passer en fait en agissant sur le X. Là. Donc ça, c'est un opérateur adjoint. En fait, il peut bouger de place, en gros. C'est ça l'idée. Voilà. Donc maintenant, on peut définir ce qu'on appelle un opérateur unitaire. Un opérateur unitaire, en fait, ça va être un opérateur tel que, en fait, on a ici que l'adjoint fois lui-même, ça fait l'identité, et inversement, lui-même fois l'adjoint, ça fait l'identité. On peut prendre un exemple de ça. Donc juste, on va pas faire la preuve ici, mais en fait, matriciellement, si on a un opérateur ici, vous avez vu que mon opérateur, je l'ai écrit sous forme matricielle. Mais en fait, l'adjoint, il va correspondre à la transposée. Ici, j'ai inversé mon J et mon I de ma matrice, et je fais le conjugué en fait de chaque élément de ma matrice. Et donc là, par exemple, on a pris une matrice, on verra que c'est une matrice de Pauli. Et donc, je fais la matrice A fois son adjoint. Donc, je fais la transposée et le conjugué. Si je commence par faire ici le conjugué, mon moins I va devenir I, mon I va devenir moins I. Ensuite, je refais la transposée, donc je retrouve la matrice elle-même. Donc, ici, j'ai ma deuxième matrice qui est elle-même. Je fais le produit entre les deux. J'ai moins I carré, ça fait 1, 1. Donc, on voit que c'est bien une matrice unitaire. Donc, ça correspond bien à un opérateur unitaire. Parce qu'ici, on retombe bien sur l'identité. On peut prendre aussi un exemple d'opérateur qui agit sur un état. Donc là, par exemple, on a pris l'état 0. Je prends la matrice sigma y. Je le fais agir dessus et j'ai 0i. Et 0i, on se rappelle que 1, là, c'était 0, 1. Donc si je mets en évidence le i qui est en trop, j'ai i1. Et ici, maintenant, on peut introduire quelque chose d'autre. On voit que j'ai mis que c'était équivalent à l'état 1. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, en mécanique quantique, justement, c'est l'histoire des 4 coefficients que je parlais là tout à l'heure. C'est que ici, en fait, si je prends un état, là, et je le multiplie par une exponentielle complexe, donc en fait, c'est ce qu'on appelle une phase, mais en fait, ça ne va pas changer mon état. Donc l'idée, c'est quoi en fait? C'est que physiquement, multiplier un état par une phase, ça ne change pas les probabilités de mesurer cet état-là, ça ne va pas perturber aussi la mesure qu'on va en faire, etc. Donc en fait, dès qu'on a ici i, ça on peut le voir comme e exposant i quelque chose, ben en fait, on voit que c'est équivalent à l'état 1. Voilà. Donc peut-être, je vais juste faire une parenthèse par rapport à ça. En fait, justement, sur la sphère de bloc, en fait, on a vu que c'était une sphère de rayon 1. Donc, je mettais tous mes états dessus. Mais en fait, c'est pour ça. C'est parce que ici, la phase, elle change rien. Hop là. Donc là, on parle de notation matricielle d'un opérateur. En fait, on l'a déjà introduit. Par exemple, ici, on avait déjà un opérateur sous forme de matrice. Et donc, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est qu'on va se fixer une base et on va voir ce que ça donne. Donc, on va juste passer directement sur un exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc, par exemple, ici, j'ai un opérateur identité. Ça veut dire qu'il va m'envoyer un état quantique sur le même état quantique.
Et donc, on va voir en fait tous les coefficients de matrice qu'on aura. Donc ici, je l'ai mis en 4x4. Normalement, c'est matrice 2x2. Il y a une petite erreur. Donc ici, je vais prendre comme base 0, 1. Donc pour mon premier élément de matrice, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0, ici, produit scalaire avec I0. I appliqué sur 0, comme on vient de dire que c'était l'opérateur identité, ça va me redonner 0. Donc j'aurai le produit scalaire entre 0 et 0. Ça va faire 1. Et donc ainsi de suite, en fait, on peut trouver tous nos coefficients de matrice. Et en fait, on voit que la matrice correspondant à l'opérateur identité, c'est la matrice identité. Voilà. Donc maintenant, on peut définir ce que c'est un opérateur hermitien. Un opérateur hermitien, en fait, c'est un opérateur tel que ici, en fait, l'adjoint, c'est lui-même. Donc je peux retirer ça. Donc c'est ça l'idée. Et en fait, en mécanique quantique, les opérateurs hermitiens, ils sont super importants parce qu'ils correspondent en fait aux observables physiques. Donc par exemple, là tout à l'heure, on avait parlé de l'impulsion de l'énergie. On disait que ça correspondait à des opérateurs mathématiques. En fait, c'est ça qu'on voulait sous-entendre, c'est que tous les observables en fait sont liés à des opérateurs. Et donc ici, l'impulsion, elle était liée à mon IH bar dérivée temporelle. Et donc ici, on voyait que c'était un opérateur qui pouvait agir sur une fonction. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est ce qu'on appelle le principe de correspondance. Voilà. Donc maintenant, ici, on a nos 3 matrices de Pauli. Donc en fait, on en a déjà utilisé une qui est la matrice Y. On commence déjà à introduire des notations grand X, grand Y, grand Z, parce que par la suite, Julien va en parler. Et donc, en fait, on peut vérifier facilement que ces matrices, elles sont toutes hermitiennes et unitaires. Et le lien avec la sphère de bloc, ça va être quoi ? Ça va être en fait que chacun de ces opérateurs-là, en fait, va induire une rotation sur la sphère de bloc. Je vais juste prendre un exemple. Hop là. Donc ici, j'avais mon état 0. Ici, j'ai mon état 1. Voilà. Et donc, en fait, si par exemple, ça, c'est mon axe X, ce que va faire la matrice de Pauli X, c'est qu'elle va me faire une rotation de 180 degrés autour de l'axe X. Et donc, en fait, chacune de ces matrices-là correspond à une rotation autour d'un axe. C'est pour ça qu'en fait, on a X, Y et Z. X, ça va faire une rotation de pi, en fait, autour de l'axe X. Y, pareil, et Z, pareil. Aussi, en fait, pour ceux que ça intéresse, en fait, ces 3 matrices-là, elles sont importantes parce que si on rajoute l'identité à ces 3 matrices, donc on a nos 4 matrices, en fait, on peut montrer que n'importe quel opérateur qui agit sur notre espace de Hilbert à 2 dimensions, en fait, c'est une combinaison linéaire de ces 4 opérateurs-là. Et en fait, même plus que ça, on peut montrer qu'ils génèrent le groupe SU2. SU2, ça va être quoi ? En fait, ça va être, si vous voulez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des matrices donc, qui sont 2 x 2 et dont le déterminant il est égal à 1 et justement en fait qui sont unitaires. Donc le lien avec la sphère de bloc, on l'a vu. Et en fait, il y a même plus que ça, c'est que en fait les matrices de Pauli, c'est ce qu'on appelle des opérateurs de spin, mais on va pas trop en parler de ça. Voilà. Donc maintenant, l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de se dire, on a dit que là tout à l'heure, si je mesurais un état, je vais collapser mon état et je vais mesurer en fait qu'un état possible. En fait, j'ai pas été tout à fait complet en disant ça, parce que l'idée c'est quoi ? C'est que, par exemple, si j'ai cet état-là, est-ce que je vais tomber sur 0 ? Est-ce que je vais tomber sur 1 ? Est-ce que je vais tomber sur une superposition des deux ? C'est pas très précis. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se fixer un observable A, donc un opérateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son action sur l'état psi. Hop là. Et donc, on aura quelque chose comme ça. Ça s'appelle un problème aux valeurs propres. Donc, en fait, on voit que l'action sur l'état psi, ça va nous donner un certain lambda fois le même état. Et donc, les états qui fonctionnent, on va dire, pour ce problème-là, ça va être ce qu'on appelle des états propres. Et les états propres, c'est justement ce qu'on va pouvoir mesurer après une mesure. Donc en fait, si jamais ici mon 0, ça va être par exemple un état propre de l'opérateur d'impulsion, ça veut dire que je vais tomber sur cet état-là quand je vais le mesurer. En tout cas, je peux tomber sur cet état-là quand je vais le mesurer. Et en plus de ça, le lambda,
il va correspondre à la valeur que je vais mesurer. Donc, il y a un grand exemple en physique d'un problème aux valeurs propres. C'est H psi est égal à E psi. Donc, c'est l'équation de Schrödinger dont on a parlé là tout à l'heure. Et donc, c'est exactement ce que ça dit. C'est que ici, j'ai un opérateur hamiltonien. Je le fais agir sur mon état et j'ai E fois ce même état-là. Donc, ici, toutes les solutions psi de ce problème-là, ça va être les états que je vais pouvoir mesurer. Et l'énergie, en fait, ça va être l'énergie que je vais pouvoir mesurer. Maintenant, on peut définir ce qu'on appelle l'opérateur de projection sur un état. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que là, donc je vais essayer de prendre les mêmes notations. Donc ici, j'ai un état phi et j'ai envie de projeter un état psi sur cet état-là. Comme en fait on pourrait faire du coup sur R carré. Et donc comment je vais faire ça? En fait, je vais introduire l'opérateur de projection. L'opérateur de projection, ça va être quoi? Je vais l'écrire de cette manière-là. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, l'opérateur de projection sur l'état phi, je vais le noter comme... Là, je vais faire dans l'autre sens, ouais. Ça va être ça. En fait, ce qu'il va faire, c'est que si je l'applique à un certain état, en fait, il va me faire ici, avec ça, il va prendre un produit scalaire, et ça va être le vecteur auquel ça va être proportionnel. On va essayer de prendre un exemple concret ici. Donc, si je prends mon état psi qui est égal à alpha 0 plus bêta 1, et j'ai envie de projeter ici sur mon état 0, là. Donc ça veut dire que je vais prendre mon opérateur de projection avec 0, voilà, et je vais le faire agir sur mon état, donc alpha 0 plus bêta 1. Donc le 0 ici, il va rester. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est que j'aurai le produit scalaire entre 0 et 0, juste avec un facteur devant. Donc j'aurai alpha 0, 0 plus bêta 0, 1. Et donc, ici, j'ai produit scalaire entre 0 et 0, ça va me faire 1. Et 0, 1, comme on prend des états qui sont orthogonaux, ça va me faire 0. Et donc, ce que je vais avoir, c'est alpha 0. Après, vous voyez que ici, j'ai fait autre chose, donc on a alpha sur le module de alpha 0. Pourquoi? Parce que ça, alpha 0, c'est pas un état physique, parce qu'on doit le normaliser. Donc, parce que de base, on avait alpha carré plus bêta carré qui faisait 1. Donc ici, en fait, je vais rediviser par la norme, comme ça, je suis sûr que ici, ça va être bien normalisé, et que ça va être bien un état physique. Et ensuite, je dis qu'il est équivalent à 0, parce qu'au final, c'est alpha sur le module de alpha. Si on regarde en complexe, on voit que c'est juste une phase. Donc au final, ça change rien à mon état. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cet état-là et je l'ai projeté sur l'état 0. Et au final, ça c'est logique que je retrouve l'état 0 puisque j'avais déjà une combinaison linéaire de 0 et de 1. Voilà. Donc ma présentation, elle touche à sa fin, mais ici, ça a sauté une slide. Donc j'ai mis un site en fait sur lequel vous pourrez faire quelques expériences en fait de mécanique quantique. Donc la première ici que vous avez, c'est pour voir les harmoniques sphériques par exemple. Donc ça pour les chimistes ça peut être intéressant parce que ça permet de voir un petit peu comment les atomes etc. ils sont faits. Donc en plus il y a à chaque fois des explications enfin. Ici on voit qu'on a l'expérience des fentes de Young. Donc on voit les interférences etc. Et donc c'est chouette parce qu'en fait il y a plusieurs simulations qui sont disponibles sur ce site, on va s'en sortir. Et voilà. Et après, du coup, si jamais pendant la pause vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas. Et par la suite, on va mettre en ligne un syllabus qu'on a écrit pour vraiment pour expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Ah oui, il continue tout seul. Je
sais pas, peut-être il y a un bouton. Et, de toute façon, je vais te laisser du coup. Bon courage. Je vais quand même essayer de... Ah mais... Ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est bon, ok. Test, ok. Déjà, avant de commencer... Quoi, pardon? Bon, ah, c'est mieux. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Petit problème technique. Ok, je pense que ça devrait aller. Alors, très bien. Donc maintenant, on va passer à la partie sur les circuits, notamment les circuits quantiques. Donc, avant de commencer concrètement, j'aimerais vous demander comment on fait un algorithme quantique. Comment on essaye d'utiliser les qubits pour au final essayer de faire des opérations dessus afin d'obtenir un certain résultat qu'on souhaite. Eh bien, tout ça se fait via les circuits quantiques. Et en voici un exemple avec l'algorithme de Shor. Donc, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on a dans un circuit, concrètement. Donc déjà, on peut voir qu'ici, on a nos qubits, avec une ligne qui va représenter en fait la ligne de vie du qubit, dans le sens où on va appliquer toutes les opérations dessus afin d'effectuer des calculs. Notamment ici, on a la porte d'Adamar, on a la QFT, et ici à la fin, forcément, après avoir effectué toutes nos petites opérations, on aimerait quand même mesurer le résultat qu'on a obtenu. Donc ça se fait via l'opérateur de mesure juste ici. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants? Oui, le petit n, c'est pour dire qu'en fait on est sur un circuit avec n qubits, et à ce moment-là on parle d'un registre possédant n qubits. Donc voilà. Alors, avant de passer au circuit quantique, il faut quand même faire un petit rappel sur le circuit logique classique qu'on utilise dans tous nos ordinateurs d'aujourd'hui. De base, on effectue des opérations logiques avec les valeurs 0 ou 1 dans le circuit classique. Donc si je prends un petit exemple, donc, un peu trop haut, hop. On voit en exemple la porte OU. Or, en anglais, qu'est-ce qu'elle fait cette porte? Eh bien, je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Donc, si on a 2 bits d'entrée, qui seront présentés par les 2 lignes ici, donc c'est nos 2 bits d'entrée, que je vais labelliser P et Q. Si j'ai P ou Q, qu'est-ce que j'obtiens à la fin?
Donc j'ai un 1 en entrée. L'opérateur logique dans le OU, ça nous donne 1. J'ai 0 et 1, j'ai 1. J'ai 1 et 0, j'ai 1. J'ai 0 et 0, ça donne 0. Donc voilà. Un petit exemple. Le truc le plus important à remarquer sur cette slide, c'est que ces opérations sont irréversibles. Dans le sens où, comment je fais, à partir de ce que j'ai produit en sortie, d'obtenir mes inputs initiaux. Si j'ai 1, par exemple, comment je sais que ça peut être 1, 1, 0, 1 ou 1, 0? Je ne sais pas. Voici pourquoi on dit que ces opérations sont irréversibles. Ce n'est pas le cas dans les circuits quantiques. Comme Kassem l'a expliqué, on applique des opérateurs unitaires sur nos qubits. Ce qui nous permet en fait d'avoir cet aspect de réversibilité. Donc par exemple, quand j'applique une porte sur un qubit et que je réapplique cette même porte sur ce qubit, en fait, je produis l'identité et je reviens sur mon qubit initial. Donc on dit que les opérateurs quantiques sont réversibles. En voici un petit exemple. En voici des exemples, il y en a plusieurs. Donc, premièrement, les matrices de Pauli que vous avez déjà entendu parler. Donc, celles-ci produisent, comme Kassem l'a expliqué, une rotation sur la sphère de blocs. Ensuite, on a le C-note. Donc, dans un circuit classique, on a juste le note qui, en fait, va nous donner l'inverse de ce qu'on aura mis en entrée. Par exemple, si j'ai 1, ça va me renvoyer 0. Si j'ai 0, ça me renvoie 1. Dans le cas du C-note, il faut 2 qubits ou 2 bits. Et en fait, il faudrait essayer, en fonction d'un qubit cible et d'un qubit de contrôle, de déterminer le résultat qu'on va obtenir sur le qubit visé. Donc, comme je l'explique sur la slide. Donc, par exemple, j'ai l'état 0 et l'état 0 en entrée. L'état dit de contrôle ne va pas changer. Par contre, l'état target, donc l'état visé, il va changer en fonction de l'état de contrôle. Ce qui fait que si mon état de contrôle il est à l'état 1, alors j'applique un note sur l'état visé. On peut le voir ici. Donc j'ai 0, je ne fais rien sur l'autre, ça ne bouge pas. Pareillement pour le deuxième. Par contre, quand j'arrive sur le 1, j'applique un note sur mon deuxième qubit, ce qui me donne 1. Et pareil pour la dernière ligne. On pourrait comparer ça en fait à un OU exclusif, qui est montré juste ici. Voilà. Et aussi une autre porte assez pratique et assez utilisée, c'est la porte swap qui va juste changer l'état de 2 qubits. Il va les intervertir. Ok. Donc, je vous ai montré plein de petites portes assez utiles, mais il y en a une qui est beaucoup plus utile que les autres, en principe, c'est la porte d'Adamar. La porte d'Adamar, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle permet, à partir d'un qubit initial, de créer une superposition de bases orthonormées d'un certain espace de Hilbert. Notamment, quand on l'applique, on dit qu'on passe dans la base d'Adamar. Juste ici. Un truc intéressant, c'est que si j'applique une porte d'Adamar, puis ensuite un C-note, mes 2 qubits ils vont devenir intriqués. Voici la petite interprétation géométrique. De toute façon, Kassem vous l'a expliqué juste avant. Hop, voilà. Donc, ok, très bien. Je vous ai montré certains opérateurs assez utiles. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment on peut obtenir le résultat sur lequel on effectue plein d'opérations. On voudrait pouvoir sortir
la valeur qu'on a essayé de calculer depuis le départ. Et ça se fait via l'opérateur de mesure qui va nous sortir un certain état. À noter que, du coup, cet état, il se retrouve changé après la mesure. Ce qui implique que je n'ai plus aucune raison de l'utiliser. Il n'est plus d'aucune valeur pour moi. Donc, quand j'ai appliqué mon opérateur de mesure, je fais en sorte que ça devienne juste un bit classique, dans le sens où je ne m'occupe plus de ce que j'avais auparavant. Voilà. OK. Je propose de faire une pause de 5 minutes. Si vous avez des questions et que vous êtes timide, vous pouvez venir vers moi. OK, on va reprendre. OK. Bon. Je vous ai présenté les circuits. Maintenant, on a de quoi faire un algorithme. Mais tout d'abord, il faut répondre à la grande question. Est-ce que les ordinateurs sont plus rapides, enfin les ordinateurs quantiques sont plus rapides que les ordinateurs classiques? C'est un argument qui est assez publicité actuellement. Mais moi, j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que vous en êtes sûr? On va tenter d'y répondre. Tout d'abord, comment juger la performance d'un programme? Il ne faut pas oublier que dans votre ordinateur, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte quand vous essayez de faire un benchmark de votre programme. Petite surtension, petit problème au niveau de l'électronique, ou encore des interruptions au niveau du système d'exploitation. C'est très compliqué de mesurer le temps en informatique. C'est pourquoi les théoriciens ont essayé d'imaginer une nouvelle manière de classer les algorithmes. Donc là, on ne va plus parler en termes de temps, mais en nombre d'opérations. Le nombre d'opérations que ça va prendre pour exécuter le programme. Un petit exemple, c'est que, imaginons que j'ai un dictionnaire, que j'essaye de trouver mon mot. Ce que je pourrais faire bêtement, c'est juste tourner la page, une après les autres, et regarder si mon mot se trouve dedans. Bon, bien sûr, c'est pas très opti. On sait d'ailleurs que les mots sont rangés sur un ordre lexicographique. Par exemple, si j'ai A, je vais trouver AA ensuite, ou AB, AC, ABC, etc. Donc ce que je pourrais faire, c'est essayer de, par exemple, j'ouvre le milieu de mon livre. Est-ce que mon mot s'y trouve? Ah, non. Est-ce qu'il est plus grand que celui que je suis en train de pointer dans mon livre? Non. Ok, il est plus petit. Donc je prends la portion à gauche, j'ouvre encore au milieu. Je regarde. Oh, il est plus grand. Je prends celle de droite. Et ainsi de suite. Et je divise tout le temps par 2 le nombre de personnes que je voudrais effectuer. Donc, je vous ai expliqué que la manière bête de chaque fois tourner la page, c'est une recherche linéaire. Là, on est sur une recherche dichotomique, qui entend logarithmique. Donc, voici comment peut-on classer intuitivement nos algorithmes. Donc, ma recherche de dictionnaire, en temps linéaire, c'est ici. C'est en haut de n. Donc, si on se rappelle, donc je n'ai pas introduit la définition, mais on utilise la complexité en grand O, qui en gros nous permet d'estimer le nombre d'opérations dans le pire des cas que ça devrait faire pour notre programme. Donc voilà. Donc ma recherche linéaire était en grand O, de n. Ma recherche dichotomique, où j'ouvrais tout le temps au milieu, c'est en taux de log 2 de n, ce qui fait que je me retrouve ici. Donc on est passé d'un truc assez bien à excellent, en termes de performance. Imaginez que si, par exemple, au lieu de dire j'ai n opérations et que, au final, à chaque fois, une opération, c'est 1 seconde, vous pouvez voir un peu comment ça va impacter la performance.
Donc voilà. Alors, très bien. Je peux essayer de classifier mes algorithmes selon leur complexité. Maintenant, j'essaierai de classer les problèmes que je voudrais résoudre. Il y a des problèmes qui sont assez simples à faire avec un programme. Le programme le plus classique et le plus simple qu'on pourrait faire, c'est juste additionner deux nombres. Ça se fera en O de 1, donc c'est en temps constant. Maintenant, il existe des problèmes tellement durs, tellement difficiles, qu'au final, ça ne sert à rien d'attendre devant son PC que le résultat se produise devant nous, puisque ça prendrait un temps excessivement grand. Ce genre de problème, c'est des problèmes difficiles. Les problèmes difficiles, c'est des problèmes dont le meilleur algorithme pour le résoudre est en temps exponentiel. Donc si je retourne sur mon petit graphique, donc temps exponentiel, c'est à partir de là et à gauche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez horrible. Bien sûr, donc le contraire d'un problème difficile, c'est un problème facile. Et à ce moment-là, on se retrouve juste ici. Donc tout ce qu'il y a après O de 2 exposant n. C'est ce que je dis exactement ici. On voici des petits exemples. Donc on a le problème de logarithme discret, le problème de factorisation. Ce genre de problème est utilisé notamment en cryptographie, lorsque vous essayez de crypto vos données. Parce que par exemple, je sais pas, vous êtes sur Messenger, WhatsApp, etc. et vous voulez envoyer un message à votre meilleur pote. Vous n'aimeriez pas qu'il y ait quelqu'un au milieu qui prenne votre message et qui le décode en temps polynomial. C'est pour ça qu'on utilise ce genre de problème en cryptographie pour faire en sorte que ce soit compliqué de déchiffrer le message sans avoir certaines clés, etc. Ensuite, un truc un peu plus exotique, c'est l'existence d'un circuit hamiltonien dans un graphe. Qu'est-ce que c'est? Ok. Je suis un facteur. J'aimerais faire ma petite tournée, passer par toutes les maisons de mon quartier et essayer de trouver le chemin le plus rapide, le plus optimal pour passer par toutes les maisons et minimiser le nombre de fois que je passe par une certaine route. Idéalement, dans le meilleur des cas, j'aimerais que ce soit qu'une seule fois que je passe par une certaine route. Un petit exemple. Le facteur, il se trouve ici. Oh, il manque une route. Ok. Donc le facteur, il se trouve ici. J'aimerais j'aimerais visiter toutes les maisons pour déposer les petites lettres et essayer de passer uniquement une seule fois par les chemins que j'emprunte. Je commence ici, je peux partir par là. Ok, je vais en haut, je descends, je repasse par là. Hop. Et voilà. J'ai mon circuit hamiltonien. J'ai réussi à passer une seule fois par les routes que j'emprunte pour atteindre mes objectifs. Voilà. C'est un problème difficile, comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Donc, c'est un problème difficile dans le monde classique, avec un ordinateur classique, avec un algorithme classique. Qu'en est-il du monde quantique? Vous pouvez le voir déjà ici, que certains problèmes peuvent être plus simples dans le monde quantique. Voici un autre exemple. Donc, je vous avais parlé de factoring problem, donc le problème de factorisation en nombre premier. Donc, qu'est-ce que c'est? J'ai un nombre, un naturel précisément. J'aimerais trouver un ensemble de facteurs premiers, de nombres premiers, tels que leur multiplication me renvoie ce même nombre.
le meilleur algorithme à ce jour, dans le monde classique, c'est en grand O de E exposant tout ça. Si on retourne sur le petit graphique, donc E c'est 2,18 quelque chose, c'est au-dessus de 2, c'est un point difficile. Avec une complexité, mais c'est moche d'ailleurs. Qu'en est-il dans le monde quantique? C'est toujours aussi moche, mais au moins, on a le E qui a disparu. Et le pire facteur dans ce cas-ci, c'est log de n carré. Les logs, ça se trouve ici. Donc au final, je me retrouve avec une complexité excellente. On est passé d'une complexité qui était horrible à une complexité excellente. Et donc effectivement, comme je le dis juste ici, le problème de factorisation est devenu facile avec un ordinateur quantique et un algorithme quantique. Donc c'est très bien, le petit graphique que je vous ai montré, ça montre l'aspect intuitif de la chose, mais pour introduire un peu plus de formalisme, on va maintenant parler des classes de complexité. Donc je vous avais dit que les algorithmes étaient en complexité en grand O de n, de log de n, etc. Maintenant, je vais essayer de rendre ça un peu plus formel. Donc voici un ensemble. Ces ensembles contiennent des problèmes qui sont classifiés selon leur complexité. Si on va au cœur, NL, c'est pour logarithmique, les problèmes qui sont en temps logarithmique. P, temps polynomial. NP, non déterministe. D'ailleurs, NL, normalement, c'est non déterministe logarithmique. P-space, ça s'occupe de tous les problèmes qui s'occupent plus de l'aspect mémoire. Par exemple, les IA. Xtime, donc c'est tous les problèmes en temps exponentiel, donc c'est les problèmes difficiles. Xspace, là c'est encore pire, c'est les problèmes qui s'occupent de l'aspect mémoire en temps exponentiel. Malheureusement, il y a, comme Kassem vous l'a montré, la mécanique quantique c'est une physique probabiliste. Il y a du random, il y a la randomness qui intervient. Ce qui fait qu'au final, il n'y a pas ce que je veux là-dedans. Je dois introduire une nouvelle classe qu'on va appeler BPP. Je vais vous l'écrire de suite ce que ça veut dire. Ok. BPP, en anglais, Bounded Probabilistic Polynomial. Ça regroupe tous les problèmes dont le meilleur algorithme pour les résoudre est un algorithme non déterministe qui peut le résoudre et donner la bonne réponse moyennant une certaine probabilité. Cette classe tend à faire plus, à nous sortir la bonne réponse que l'inverse, dans le sens où, par exemple, je peux avoir une probabilité de succès qui est de 2 tiers. Donc si, par exemple, je lance mon algorithme plusieurs fois, je suis sûr qu'à un certain moment, j'aurai la bonne réponse moyennant une certaine probabilité. Donc je vais tendre à avoir la bonne réponse. Tandis que pour avoir la mauvaise réponse, c'est le complément, forcément, c'est 1 tiers. Voilà. C'est dans le cas où c'est des algorithmes classiques, avec un ordinateur classique. Maintenant, qu'en est-il du monde quantique? On va parler de BQP. Donc, ici,
BQP, donc je vais pas le réécrire, mais c'est juste bounded, quantum, polynomial. Donc en fait, c'est l'équivalent de BPP dans le monde quantique, avec les mêmes probabilités. À noter que c'est avec un ordinateur classique que s'effectuent ces algorithmes-là, parce qu'on peut simuler des ordinateurs quantiques sur des ordinateurs classiques. Où se trouve cette classe? Où elle se trouve sur mon petit graphique, sur mon petit set? Il y a un théorème qui nous dit que BPP est inclus ou égal à BQP et que BQP est inclus ou égal à X-time. J'ai jamais dit que BQP était inclus ou égal à BPP. On n'a pas encore prouvé ça, donc on tend à penser que BQP élargit le set de problèmes qu'on sait résoudre en temps polynomial. Ce qui nous permet en fait, comme vous avez pu le voir avec le problème de factorisation, que certains problèmes difficiles deviennent des problèmes faciles. Moyennant une certaine probabilité, forcément. Donc voilà. Et pour certains problèmes. Par exemple, le problème du circuit hamiltonien, il me semble qu'on n'a pas encore trouvé d'algorithme efficace dans le monde quantique. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu l'efficacité de l'informatique quantique, comment on pourrait prendre cet avantage et l'utiliser pour certaines applications? Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des mots écrits. Et en gros, bon, je vais vous le dire à l'oral. Ici, on a quantum computing, les algorithmes quantiques. Donc ça, c'est tout le domaine de, par exemple, donc, la cryptographie, la recherche d'une donnée dans une structure de données qui est pas ordonnée. Donc par exemple, notre dictionnaire, il n'y a pas d'ordre lexicographique à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc oui, la simulation quantique, forcément. Mais le truc le plus en vogue en ce moment, c'est les IA. Par exemple, ChatGPT, on le connaît tous. Cette IA, ce qu'elle essaie de faire, c'est qu'elle essaie de vous donner, elle va essayer de vous donner la bonne réponse. Malheureusement, elle n'a pas toujours raison, elle n'a pas toujours la bonne réponse, donc elle essaye de maximiser la probabilité de vous donner la réponse qui va vous satisfaire le plus. Quand on essaie de maximiser, c'est un problème d'optimisation. Un problème d'optimisation, ça a tendance à être assez difficile, donc on se retrouve au final dans des problèmes qui sont par ici. Un problème difficile. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'inclure l'informatique quantique pour essayer d'avoir une meilleure complexité au final. Moi, ce que je vais vous parler, c'est notamment des réseaux de neurones, qui sont, qui au final sont les technologies les plus utilisées actuellement. Donc c'est relatif au domaine du deep learning. Donc voici un réseau de neurones quantiques. C'est juste un circuit paramétrable, dans le sens où mes petits paramètres, donc θ de 1, θ de 2, θ de 3, etc., je peux les changer, et je vais essayer de les changer de manière à ce que ça maximise la probabilité que je vous donne la bonne réponse à votre requête, par exemple ChatGPT, on le connaît. Donc, oui, forcément, votre requête, par exemple, c'est une phrase, donnez-moi une recette de cuisine, il faut savoir l'encoder dans un ordinateur quantique, forcément. Il faut transposer la donnée classique en une donnée quantique. Donc, on a cet aspect de input encoding qui apparaît. Et voilà. Et forcément, donc, ça, c'est ce qui va vous donner en sortie, donc, en gros, votre réponse, quoi. Ce que vous attendez de lui. Ok.
Je propose qu'on passe à la partie pratique avec Qiskit. Ok. Rebonjour du coup. Donc on va passer à la dernière partie maintenant. Maintenant que vous êtes un petit peu des professionnels de tout ce qui est informatique quantique, plus précisément des circuits et tutti quanti. Ici, on va passer. Eh bien, on va se poser la question de comment est-ce que vous pouvez appliquer tout ça chez vous ou chez IBM, si jamais vous avez l'accès. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous le pensez, sûrement. On va utiliser ce qu'on appelle un framework. Donc, un framework, qu'est-ce que c'est? Donc, évidemment, c'est de la programmation. Hein, donc, on va utiliser un langage de programmation. Ça, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est. Et en fait, un framework, c'est juste quelque chose qui va venir s'ajouter à ce langage de programmation pour ajouter des fonctionnalités qu'il n'y a pas de base. Donc, nous, on va utiliser quelque chose qui s'appelle Qiskit, donc qui est spécifique à IBM, qui est fait pour faire de la programmation quantique sur des ordinateurs d'IBM, en fait. Et on va voir que c'est super cool Qiskit, parce qu'en plus de pouvoir tourner sur un ordinateur quantique normal, eh bien, comme Julien l'a dit, on va aussi pouvoir simuler un ordinateur quantique localement, donc sur votre ordinateur à vous, en fait. Youps, donc ici, c'est un petit peu des détails. En gros, ça va convertir du code Python en code qui est lisible par un ordinateur quantique, chez IBM, de nouveau. Et on va pouvoir simuler localement un ordinateur quantique. Donc ça, c'est super cool, parce que moi, sur mon petit PC ici, je vais pouvoir faire tourner des qubits. Yep. Donc ça, c'est comment on installe, si jamais les slides seront disponibles après, si jamais vous voulez les laisser chez vous. Oups. Et ici, on a un petit programme assez simple. Il n'a pas l'air simple comme ça, mais je vais venir vous le montrer ici. Hop. Voilà. Donc, voilà le programme qui avait l'air un petit peu effrayant dans les slides. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste venir... Donc, on a un qubit ici. Je vais peut-être prendre ça plutôt. Donc, on a un qubit ici. Donc, comme Julien l'avait expliqué aussi, c'est un registre, en fait, sauf que là, c'est un registre qui va contenir un seul qubit. Donc, on a un registre quantique. On a aussi un registre classique. Donc, ça, c'est le qubit. Ça, c'est le bit classique. Et on va juste venir appliquer, en fait, une matrice de poly X. Donc, on va faire une rotation sur la sphère de bloc, ici. Oups. On va faire une rotation de pi, en fait. Et puis, on mesure ça et on le place dans le bit classique. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait. On applique juste une rotation X. Et on peut venir faire différentes choses ici. Donc, imaginons qu'après la matrice X, oups, je vais montrer la phase aussi, je vais venir appliquer une matrice de poly Z, en gros. Hop. Et bien on voit que ça aussi fait une rotation de phase ici. Donc la phase est passée de 0 à pi en fait. Donc ici c'est pas visible du coup sur les probabilités parce que le bit classique ne sait pas représenter la phase, mais sur notre sphère de bloc, on retrouve bien cette rotation de phase. Donc maintenant que vous savez comment faire un petit algorithme classique, oui, petite précision ici. Ce que j'ai rajouté ici, c'est l'OpenQSM, donc c'est vraiment le code de chez IBM. Mais en gros, Qiskit, ce qu'il fait, c'est qu'il va convertir du code Python ici en cet OpenQSM en fait. C'est tout ce que ça fait. Youps. Donc voilà pour un petit premier programme. On va pas s'arrêter là. Hein. On va essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Et une autre situation un petit peu intéressante, c'est simuler en fait, l'intrication quantique. Donc, on avait parlé d'intrication quantique tout à l'heure, mais en fait, à quoi ça sert vraiment, à part à part connaître l'état d'un qubit en fonction d'une mesure. En fait, c'est déjà pas mal. Mais comment on peut appliquer ça? Eh ben,
Il y a un jeu qui est assez connu, qui s'appelle le jeu des inégalités de Bell, ou le CHSH, je pense, en anglais, un truc dans le genre. Et ben, il va utiliser ce principe d'intrication pour maximiser des probabilités. Donc en gros, on va jouer un petit jeu qui est, on va le voir, qui a une probabilité un win rate en fait pour les gamers. Il a un win rate de 75% dans le monde classique. Par contre, dans le monde quantique, ça passe à 85%. Donc on a 10% de plus déjà, ce qui est pas négligeable parfois. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben en fait, c'est vraiment tout simple. Oups, je vais prendre le tableau pour expliquer un petit peu mieux. Donc il y a deux joueurs. Ici, user 1 et user 2, hop, et on a un game master, donc un arbitre en fait. Donc les règles du jeu, c'est quoi? C'est que cet arbitre va donner à chaque joueur un bit. Ici on a le bit pour le joueur 1 et le bit pour le joueur 2. Donc ce sont des bits classiques, hein, donc soit 0, soit 1. Et les joueurs ont l'occasion de soit renvoyer directement le bit sans le changer à l'arbitre, soit changer la valeur et puis le renvoyer. Donc en fait, ils vont impliquer une transformation sur le bit qui est soit de le changer, soit de le renvoyer simplement. Donc là, on va transformation, parce que les transformations peuvent être différentes du coup. Aussi, petit point très important, les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux pendant le jeu, sinon ce serait un peu simple. Et donc, comment on définit un état gagnant? Eh ben, tout simplement avec un XOR. Je vais réexpliquer ce que c'est qu'un XOR. Donc, c'est juste ça. Donc ça définit un état gagnant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire que le qubit que... pas le qubit, le bit que l'utilisateur numéro 1 a renvoyé et le bit que l'utilisateur 2 a renvoyé, si on applique un XOR dessus, eh ben, ça doit être égal à le bit de départ, le bit initial du joueur 1 et le bit initial du joueur 2. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des circuits classiques, donc des portes classiques. Si on a deux bits A et B, je pense que Julien avait mis P et Q, mais c'est pas très grave. On a hop, 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 hop. Donc ça, c'est toutes les valeurs possibles que les bits peuvent prendre 2 à 2, enfin 1 à 1. Oups. Et ben, en gros, A et B, ça retournera juste 1 si A et B sont égales à 1, en fait, c'est tout. Sinon, ça va retourner 0. Et le XOR, c'est celui qui faisait ça. Donc c'est un OU exclusif, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est le XOR. Donc ça va retourner 1 seulement si A ou B sont égales à 1, mais pas les deux. Donc c'est juste ça. Oups. Et donc on peut assez facilement s'apercevoir que dans le monde classique, en fait, la probabilité maximum, c'est 75%, parce qu'on peut juste lister toutes les combinaisons gagnantes, et ça va nous donner 75% au maximum. Donc, imaginons qu'on joue une infinité de parties, et 75% de ces parties, on va les gagner. Et dans le monde quantique, c'est un petit peu plus compliqué à prouver, mais ce sera 85%. Je vous demande de me croire pour l'instant. Je vais d'abord faire une petite démo. Oups. Hop. Donc, voilà l'algorithme pour les inégalités de Bell. En gros, vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. On va juste appliquer une porte d'Adamar ici. Donc, qu'est-ce que c'est la porte d'Adamar? Si vous vous souvenez, c'est une porte qui crée une superposition d'états. Donc, en gros, on va initialiser le premier qubit en tant qu'une superposition d'états. Donc, ça va plus être soit 0, soit 1, ça va être une superposition de 0 ou 1. Et puis, on va appliquer une C-note. Pourquoi on fait ça? Parce que, comme Julien l'avait mentionné tout à l'heure, Hadamard plus un C-note, ça va créer une intrication entre les qubits 1 et qubit 2. Donc là, Q1 et Q2, ils sont intriqués en fait.
Et puis on va appliquer des portes, c'est juste des rotations en fonction des bits. Donc là, C01, c'est le bit ici, le bit 1, et C11, c'est le bit 2 ici. Donc en fonction de la valeur de départ, on va, les joueurs 1 et 2 vont appliquer de rotation en fait sur leurs qubits respectifs. Et puis on va juste mesurer. Et ce circuit-là, il a été prouvé, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais qu'il donne en fait 85% de succès. Donc ici, vous pouvez voir que on se base sur un état de base, donc B1 est égal à 1 et B2 est égal à 2. Donc A et B est égal à 0, pardon. Donc A et B, ça va valoir 0. Donc les deux états gagnants ici, c'est soit un 1, soit... je me suis trompé là. Pardon. Soit 0, 0 en fait. Je viens de me rendre compte. Oups. Donc c'est les seuls états qui vont retourner 0 dans le XOR en fait. Et on peut voir que ici, ça nous a retourné l'état 1, 1 en fait. Donc les probabilités ici sont assez similaires, mais j'imagine que 1, 1 était un tout petit peu plus grand et donc il a retourné ça. Donc ici, si on passe un petit peu par les différentes seeds, c'est les différents randoms en gros, de la simulation, parce que tout ça est simulé, à nouveau ça ne run pas sur un vrai ordinateur quantique, c'est sur ma machine. Et donc là, ça nous a de nouveau donné la bonne réponse, mais si on va ici, oups, mauvaise réponse. C'est comme j'ai dit, c'est 85%, c'est pas parfait, c'est souvent parfait, mais pas tout le temps. Donc voilà un petit peu d'incertitude. Je sais pas quelle heure il est. Regardez, 42. Okidoki. Donc voilà, là c'est un petit peu une explication de pourquoi c'est 85%. Je sais pas si je vais rentrer trop dans les détails là-dedans, mais en gros ça a à voir avec le fait que les joueurs ont un état de Bell, donc un qubit intriqué, et ils vont juste appliquer une rotation contrôlée de Y sur Y. Donc c'est juste une matrice de Pauli, mais contrôlée. Et en fonction de ces valeurs, les mesures vont donner les bons résultats. Donc de nouveau, vous voyez que ici, pour l'exemple où B0 et B1 est égal à 0, 0, donc c'est B1 et B2, c'est juste que j'ai fait -1. Donc les deux seules paires gagnantes, c'est 0, 0 et 1, 1, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc ici, vu que B0 est égal à 0, ici, le joueur 1 va faire une rotation de 0, en fait, et le joueur 2 va faire une rotation de pi sur 8. Et ça, si on fait plein de calculs compliqués, ça nous donne ceci, ce qui nous donne, en fonction des mesures, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Kassem a dit, mais en gros, les mesures, c'est juste le modulo carré. Donc ça va nous donner ça. Et donc les deux états gagnants, c'est ces deux états-ci, ce qui nous donne à peu près 85%. Donc voilà, en gros, un petit jeu assez sympa. Maintenant, passons à une application beaucoup plus concrète. Donc on vous baratine l'esprit avec la cryptographie depuis tout à l'heure, plus spécifiquement avec RSA. Mais qu'est-ce que c'est RSA? Eh bien, comme Julien l'a mentionné tout à l'heure, RSA, c'est un système qui va encrypter vos données, en fait, en se basant sur un problème compliqué. Plus spécifiquement, le problème de factorisation en nombre premier. Oups. Donc, si je fais de très grandes abstractions et que je prends de nouveau deux utilisateurs, donc imaginons qu'on a l'utilisateur 1 et l'utilisateur 2. Et moi, je suis l'utilisateur 2 et l'utilisateur 1, et le 2, c'est mon ami. Donc, j'ai envie de lui envoyer un message, en fait. Eh bien, RSA, il nous dit quoi? Il nous dit que chaque personne doit avoir deux clés. Une clé d'encryption et une clé de décryption. La clé d'encryption, elle est publique. Donc, tout le monde peut y accéder, en fait. Tandis que la clé de décryption, elle est privée. Seulement l'utilisateur 2
y a accès, les autres n'y ont pas accès. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire si j'ai envie de lui envoyer mon message M? Eh ben, je vais venir prendre sa clé d'encryption qui est publique, du coup, et je vais venir encrypter mon message avec. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça, notamment un XOR par exemple, mais ça on va pas rentrer trop dans les détails. Mais j'encrypte mon message avec cette clé d'encryption. Ensuite, je vais envoyer ce message encrypté à mon ami. Et mon ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste, avec le message qu'il a reçu, appliquer sa clé de décryption, donc ici, sur le message encrypté, et RSA fait en sorte que ça, ça nous donne juste le message. Mais pourquoi ça fonctionne? C'est un problème de factorisation nombre premier, en fait. Donc, imaginons qu'on a, n qui est égal à p fois q, où p et q sont deux nombres premiers extrêmement grands. Très très grands, croyez-moi. Et en gros, la clé d'encryption, ça va être n. Ça va être, des facteurs de n, ça va être n un petit peu modifié, mais en gros, ça va être n. Donc n est public. Par contre, p et q ne sont pas publics. Et tout ce que ça va faire, en fait, c'est que la clé de décryption va se baser sur soit p, soit q, pour en fait factoriser ceci et nous permettre d'avoir le message. C'est très abstrait pour l'instant, et si je vais dans plus de détails, ça risque d'être un peu compliqué, donc je vais laisser ça comme ça. Mais sachez qu'il y a quelques propriétés qui font que, ok, le seul moyen de décrypter le message, c'est soit en appliquant la clé de décryption, soit en appliquant beaucoup de fois la clé d'encryption, mais tellement de fois qu'en fait, c'est pas du tout praticable. Donc, le moyen le plus sûr, en fait, c'est de trouver P et Q pour ensuite trouver la clé de décryption, du coup. Mais ça, du coup, vu que c'est un problème difficile, ça prend beaucoup de temps. Mais quand même moins de temps que appliquer beaucoup de fois E. Et donc voilà, c'est le système de cryptographie qui est utilisé partout, notamment dans vos banques, pour vos données bancaires. Donc si j'ai envie de vous voler vos données bancaires, eh bien, je devrais passer à travers RSA, notamment. Sauf qu'on a vu que RSA, notamment le système pas le système, le problème de factorisation était un problème facile dans les ordinateurs quantiques. Donc, est-ce que je peux venir vous voler vos informations bancaires? Eh bien, ça c'est ce que j'ai dit. Donc, grâce à l'algorithme de Shor, c'est facile. Eh bien, théoriquement, oui. Je pourrais venir vous voler vos données bancaires et devenir super riche. J'espère. Yups. Mais donc, je vais faire une petite démo avec un algorithme qu'on a fait nous. Hop. Si on arrive. Short. Donc, il est très long. Donc, je vais pas le passer en revue. Mais en gros, on va commencer par 15. Ups. Donc, si j'essaie de trouver les facteurs premiers de 15, donc c'est ici à droite, le code est là à droite. Écoutez, moi, je trouve que c'est assez simple. En tout cas, je sais le faire de tête. Je sais pas si vous le savez le faire de tête aussi, mais c'est pas super compliqué. On va voir si Shor sait le faire aussi. Donc, si on run Shor sur 15, il l'a trouvé là du premier coup. Mais si on le rerun encore une fois, il a trouvé aussi du premier coup, mais en 2 secondes. Ce qui est assez grand, en fait, pour un algorithme. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est si long? Un des facteurs, c'est que c'est simulé. Et qui dit simulation dit pas vrai hardware. Et donc, c'est beaucoup plus lent à faire. Notamment, vu que les qubits, en fait, pour faire des opérations sur les qubits, on doit faire des produits tensoriels. Et ça, c'est ultra lent dans les informatiques, dans le monde classique. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Le random aussi prend du temps. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte qui prennent du temps, du coup. Mais du coup, est-ce que si je prends
à un facteur un petit peu plus grand, imaginons, donne-moi un facteur, 159. Si on prend 159, est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps ou alors ça va prendre à peu près le même temps? Et ben en fait, j'ai eu beaucoup de chance là. Ben en fait, ça va crash normalement. Pourquoi ça crash? Eh bien parce que, de nouveau, hardware, il y a des limitations. Donc, en fait, Qiskit peut simuler un nombre de qubits limité, qui est limité à 29 pour l'instant. Et donc, ça a été prouvé que pour l'instant, l'algorithme de Shor ne peut run que pour un n maximum, qui est 15. Donc malheureusement, vos données bancaires sont assez inaccessibles pour l'instant, même si, théoriquement, je pourrais y accéder assez facilement. Mais du coup, voilà, le hardware est le côté ultra limitant, en fait, dans les ordinateurs quantiques actuellement, parce que même si, ici, de nouveau, c'est une simulation, si j'avais run ça sur un vrai ordinateur quantique, en fait, eh ben, le nombre de qubits que vous pouvez utiliser est aussi limité, en fait. Je pense que le nombre de qubits qu'on a besoin pour faire l'algorithme de Shor sur un vrai RSA est de l'ordre des millions. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas à ce niveau-là dans les ordinateurs quantiques actuels. Donc voilà, c'est le facteur ultra limitant. Voilà pour votre curiosité, pour les curieux si vous voulez, c'est l'algorithme de Shor, c'est le circuit. Mais du coup voilà, ici on utilise des modulo 15 du coup, parce que c'est limité à 15, mais sinon on devrait adapter le circuit en conséquence. Et voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, je voulais aussi mentionner vite fait ce que je viens n'avais pas dit dans sa partie, mais que je trouvais assez intéressant, c'est lors d'une mesure, en fait, on voit que ici, donc la mesure envoie ce qui a été mesuré dans un bit classique en fait. Sauf que du coup, on peut se dire, ok, donc les ordinateurs quantiques, en fait, c'est un surplus, donc c'est quelque chose qu'on ajoute à un ordinateur classique. Donc ça a d'office besoin d'être lié. Et en fait, oui. Et c'est pour ça que la décohérence et le problème des erreurs et de bruit est ultra présent et actuel. C'est que le circuit n'est pas fermé. Le système n'est jamais fermé et il ne pourra pas être fermé parce qu'il y aura d'office le besoin d'un ordinateur classique pour venir stocker et faire des opérations aussi différemment. Enfin, c'est complémentaire en fait. Donc ce sera impossible de fermer et d'isoler complètement les systèmes. Et donc voilà, je pense que ça termine à peu près tout. Voilà quelques références qu'on a utilisées ou qu'on a créées. Notre petit syllabus qui sera disponible sur Moodle, donc sur le Moodle de CPU Mons le plus tôt possible. Donc ça, c'est si vraiment vous avez envie d'aller plus loin. On a une soixantaine de pages qui rentrent vraiment beaucoup plus dans les détails du coup de ce qu'on a dit ici et plus loin. Et voilà quelques autres références assez sympathiques. Et sinon, merci pour votre écoute. Donc, le workshop se termine ici, mais si vous avez encore des questions, vous pouvez venir vers nous et nous les poser directement, vu qu'il reste encore un peu de temps, il me semble. Donc voilà, bonne soirée.